Bonsoir, alors pour ce soir, j'ai tout simplement dans ma main droite un livre et dans ma main gauche, j'ai tout simplement un petit morceau de format et à toi, j'ai deux questions à te poser. La première question est la suivante. Est-ce que d'après toi, si je lâche ces deux objets avec une même vitesse initiale, est-ce que c'est possible qu'ils atteignent le sol au même moment? Ou autrement dit, est-ce qu'en lâchant ces deux objets avec une vitesse initiale nulle, est-ce qu'ils auront le même mouvement de façon à pouvoir atteindre le sol au même instant de temps? Alors ça, c'est tout simplement la première question et si tu as une réponse, je t'attends bien sûr en commentaire. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Passons à la deuxième question. Est-ce que d'après toi, il existe un environnement dans lequel un tel objet possédant une telle masse et un autre aussi petit que ceci avec une très petite masse puissent en fait avoir un même mouvement lorsqu'ils sont lâchés avec une même vitesse initiale? C'est en fait à ces deux questions que je vais répondre aujourd'hui. Donc, si tu as des réponses à cette question, je t'invite bien sûr en commentaire. Mais si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude parce qu'à la sortie de cette vidéo, tu sauras exactement est-ce que c'est possible et surtout quel environnement, qu'est-ce qui différencie en fait certains environnements de d'autres. Mais déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on sait? Je pense qu'on a déjà eu à faire cette expérience pour la plupart et toi en particulier. En fait, moi, j'ai déjà eu à le faire. C'est dire quoi? Je prends peut-être un objet lourd et je prends une petite feuille, bien quelque chose de plutôt léger comparable au premier objet que j'ai. Je lâche les deux avec une vitesse initiale nulle. Ce que j'ai toujours remarqué, c'est que l'objet en fait qui était le plus gros tombait avant celui qui était le plus léger. Mais jusque-là, je ne comprenais pas en fait pourquoi. Mais aujourd'hui, je peux vous expliquer pourquoi. La première chose déjà que tu dois comprendre, c'est que nous, l'environnement en fait dans lequel nous sommes tout simplement dans l'air. Lorsque je dis l'air, l'air nous entoure, nous respirons. S'il n'y avait pas d'air, qu'est-ce qu'on ne serait même pas déjà en vie. Alors, suppose que d'une part, j'ai mon livre. Voici mon livre et d'une part, j'ai tout simplement cette petite feuille. Déjà, qu'est-ce qu'on a? On va dire que celui-ci a une masse qui est M1, celui-ci a une masse qui est M2. Vous êtes déjà d'accord que la masse en fait du livre sera plus grande que la masse de la feuille. Maintenant, tout objet possédant une masse est soumis à une force qui est le poids. Donc ici, j'ai tout simplement un poids qui sera P1 et ici, j'ai également un poids qui sera, je vais dire, P2. Comme la formule du poids, c'est la masse fois G, la pesanteur. Dans un milieu, les deux objets auront tout simplement la même pesanteur. Donc, comme la masse est plus grande, ça veut dire que P1 sera plus grand que P2. Maintenant, dans l'air, ce que nous avons autre que le poids, nous avons tout simplement la résistance de l'air. Il y a plusieurs autres forces. Lorsqu'un objet est dans l'air, il est soumis à en fait, ces autres forces-là. Par exemple, je vais regrouper ça et je vais tout simplement les appeler des frottements. Et les frottements ont un seul but, s'opposer au mouvement des objets. C'est dire quoi? C'est dire que si toi tu es en train de descendre, les frottements, eux, montent. Donc tout ce qu'ils font, c'est s'opposer au mouvement. Donc si nos poids, le poids qui ramène le corps vers le bas, ils sont tous deux soumis à une force de frottement qui est F. Maintenant, lorsque on parle du mouvement, lorsque vous avez posé la question, je vous ai dit, est-ce qu'ils auront le même mouvement? Ça veut dire, est-ce qu'en fait, ils auront la même vitesse? Parce que c'est la vitesse qu'un corps possède qui donne en fait le rythme auquel il va. Donc, pour obtenir la vitesse, dans l'information ici, c'est déjà de vous poser la question, est-ce qu'ils auront la même vitesse? La vitesse, pour obtenir la vitesse, je sais quoi de la vitesse? Je sais que si j'ai l'accélération, on a tout simplement vitesse, accélération fois le temps plus vitesse initiale. On a dit que les deux objets, on les lâchait avec une même vitesse initiale. Maintenant, comme ils ont ceci, si on applique le TEC, on aura quoi? On aura tout simplement le poids. Si je prends le premier corps, plus les frottements sera égal à la masse 1 plus l'accélération. Ce qui fait que la première accélération sera tout simplement P1 F, donc ceci, F sur la masse 1.
Entendu tout simplement que pour le deuxième corps, ça sera quoi? Ça sera son poids du deuxième corps, les frottements sur la masse 2. Ce qui fait que comme la masse du premier corps est différente de la masse du deuxième corps et que leur poids également, ça donne tout simplement que les deux auront une accélération différente. Et ce qui fait tout simplement que dans l'air, les objets, en fait, si un objet est plus gros que l'autre, celui qui est plus gros, comme son poids est plus conséquent, il peut en fait plus vite s'opposer au frottement. Donc, il aura tout simplement tendance à vite se déplacer pour atteindre le sol. Il va plus rapidement atteindre le sol. Or, la feuille, elle est comme elle est légère, ce qui fait qu'elle aura en fait du mal à se déplacer. Donc, les frottements, elles sont en fait plus lentes. Mais maintenant, à la deuxième question, je vous ai demandé, existait-il un environnement où cela était possible? Il en existe un, c'est tout simplement le vide. Si vous travaillez dans le vide, il n'y a tout simplement pas d'air. Dans le vide, nos corps seront soumis à quoi? Une seule force. Lorsqu'on parle de la chute libre des corps, on dit qu'un corps en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à l'unique action en fait de son poids. Ce qui fait que nos deux corps, ils n'auront qu'une seule force qui sera leur poids. Ma feuille comme mon livre ne sera soumis dans ce cas de figure car qu'une seule force qui est leur poids. Pas de frottement, pas d'autre force. Maintenant, lorsque j'ai ceci, pour pouvoir déterminer leur vitesse, est-ce qu'ils auront le même mouvement? Ici, si j'applique le théorème du centre d'inertie, j'aurai quoi? La masse 1 fois la pesanteur sera égale à la masse 1 multipliée par l'accélération 1. L'autre aussi, c'est la même chose. Ça sera quoi? La masse de G sera égale à la masse 2 multipliée par la deuxième accélération. Or, ça veut dire quoi? G égale à A1 et G égale à A2. Et comme vous le savez, dans le vide, la pesanteur, c'est la même pesanteur. Ce qui fait quoi? Ceci égale à ceci. Donc, j'aurai quoi? A1 égale à A2. Ça veut dire tout simplement que ces deux corps dans le vide possèdent une même accélération. Par conséquent, s'ils ont une même vitesse, on va dire quoi? Initiale, ça veut dire que le premier comme le deuxième possèdent tout simplement la même vitesse. Donc, ils ont par conséquent le même mouvement. Donc, pour répondre à notre question, la première question, c'est possible que ce livre-ci, volumineux comme il est, et cette petite feuille de papier puisse avoir le même mouvement, c'est-à-dire lâcher au même moment, il puisse en fait se déplacer au même rythme jusqu'à atteindre un endroit fixe au même moment. C'est le cas si et seulement si nous sommes dans le vide. Mais si nous sommes dans l'air, c'est tout simplement impossible dû au frottement. Mais nous pouvons faire quoi? Lorsqu'on veut parler en fait de la notion de chute libre des corps, nos exercices consistent tout simplement à supposer que la seule en fait force en présence soit tout simplement le poids. Mais strictement parlant, le seul environnement dans lequel il est possible de parler parfaitement de chute libre d'un corps, c'est dans le vide. Raison pour laquelle il y a cette petite phrase qui dit que dans le vide, les corps légers comme les corps lourds ont le même mouvement. Dans le vide, peu importe la masse que tu as, parce que ton accélération ne dépend tout simplement plus de ta masse. Vous avez tout simplement le même mouvement. Mais maintenant, parlons en fait de la notion de chute et regardons en fait un type d'exercice qu'on peut vous donner en classe sur la notion de chute libre des corps. Déjà, si j'ai affaire à un corps qui est en chute libre, on a dit qu'il est en chute libre s'il n'est soumis qu'à une seule force qui est son poids. Donc, je vais prendre un exercice et je vais vous expliquer comment vous pouvez tout simplement appliquer ces notions. Mon exercice dit ceci. Sur un chantier, un ouvrier situé à 30 mètres du sol. Donc, n'oubliez pas, prenons d'abord les données. Comme données, je suis situé à 30, je vais dire H, c'est 30 mètres du sol.
L'H sans vitesse initiale, ça veut dire que notre vitesse initiale, c'est 0 mètres par seconde. Donc, on suppose qu'il est ici notre ouvrier. Et voilà là où on a la vitesse initiale. Donc, il lâche sans vitesse initiale une massette de 5 kg. La masse, c'est notre massette. Je vais tout simplement dire que voici ma massette. Donc, voici notre système qui est tout simplement une massette. Qu'est-ce qu'il fait? Il lâche une massette de 5 kg et on veut calculer la durée de la chute et la vitesse d'arrivée au sol de la massette. Je veux quoi? Je veux la vitesse. Je suis assis au sol. Ça veut dire que je veux la vitesse qu'il a lorsqu'il arrive ici. Je vais appeler ça la vitesse finale. Et je veux tout simplement le temps. Je veux la durée de la chute, c'est un peu comme le temps final, après avoir parcouru tout ça en combien de temps, et je veux la vitesse tout simplement de notre chute. Alors ici, nous sommes avec un corps qui est en chute. La seule action, c'est quoi? C'est son poids. Ça veut dire que voici ma massette ici. Je vais tout simplement dire G, c'est le centre de gravité. Je vais dire qu'il est situé, il est en fait... La seule force S serait en présence, c'est tout simplement son poids. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux le temps et la vitesse. On va tout simplement étudier le système. C'est-à-dire que notre système, le système, c'est tout simplement la massette. La massette. Donc, ceci en fait important, la rédaction. Le référentiel, ça veut dire où est-ce que vous travaillez. On va dire des laboratoires bien terrestres supposés galiléens. Alors, n'oubliez pas tout simplement que vous devez toujours supposer votre référentiel d'études galiléen parce que les formules en fait que nous utilisons, par exemple le théorème du centre d'inertie, les lois en fait d'Isaac Newton, les 3 lois d'Isaac Newton s'appliquent uniquement dans des référentiels galiléens. C'est pour ça que chaque fois que vous avez fait face à un exercice, vous supposez déjà que le référentiel est galiléen. Mais le référentiel parfaitement galiléen, c'est tout simplement le référentiel héliocentrique qui a pour origine le centre du Soleil. Le référentiel géocentrique, qui est le centre de la Terre, n'est pas galiléen strictement parlant, ni le référentiel terrestre ou bien des laboratoires, qui est la surface de la Terre. Parce que nous sommes à la surface de la Terre, donc nous étudions sur un référentiel terrestre. Ce ne sont pas des référentiels galiléens, mais on les suppose galiléens pour pouvoir appliquer les lois d'Isaac Newton. Maintenant, ici, nous avons quelle force? Nous avons dit que les forces en présence, il n'y avait tout simplement que le poids. Donc, on va dire d'après le théorème du centre d'inertie, somme des forces extérieures égale à la masse fois accélération. Or, ici, nous avons quoi? Nous avons tout simplement l'accélération qui est égale à la pesanteur. Alors, ici, nous allons prendre G tout simplement qui est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Maintenant, accélération égale à la pesanteur. Le corps est en train de descendre, la pesanteur va dans le même sens, ce qui fait que si j'étudie mon corps tout simplement dans le sens OZ, comme ceci, donc suivant, on va dire suivant OZ, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement l'accélération qui est G. Maintenant, ce que je veux, c'est la vitesse et le temps. Or, si j'ai accélération, je peux dire que la vitesse fonction du temps, ça sera tout simplement l'accélération plus la vitesse initiale. Or, l'une des caractéristiques en fait des chutes libres, c'est le fait que l'accélération soit égale à la pesanteur. Maintenant, la vitesse, comme la vitesse initiale c'est 0, je peux tout simplement dire vitesse fonction du temps, c'est G multiplié par T. Donc, ce que je veux, vitesse, je veux ceci. Maintenant, on va d'abord trouver la vitesse, ensuite on va trouver tout simplement le temps. Déjà, pour trouver la vitesse, une autre information, vous connaissez la formule qui dit quoi? Vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré, c'est 2 fois la distance parcourue. Or, la distance parcourue, c'est tout simplement la distance h. Voici ce que la distance que
massette va parcourir. Donc, je vais dire H multiplié par G. Donc, c'est fois accélération. Donc, ici, les formules générales, c'est fois l'accélération. Or, comme l'accélération égale à G, je peux tout simplement remplacer ceci par la pesanteur. Or, vitesse initiale, c'est quoi? C'est 0. Donc, si je veux la vitesse finale, je vais tout simplement dire que ma vitesse finale, c'est égal à racine de 2hg. Or, on a tous les données ici. Donc, si on passe à l'application numérique, on va dire que notre vitesse finale, ça sera racine de 2 fois 30 fois 9,8. Après l'application numérique, notre vitesse finale, c'est tout simplement 24,25 mètres par seconde. Donc, la vitesse finale, on va écrire ceci, c'est 24,25 mètres par seconde. Maintenant, vous venez ici. Si la vitesse finale, on veut le temps qu'il fait lorsqu'il parcourt tout ceci, donc le temps qu'il va faire pour arriver jusqu'à ce niveau-ci. C'est-à-dire que la vitesse finale, c'est tout simplement le temps que je cherche, le temps qu'il fait pour faire tout le parcours. Donc, ce que je veux, c'est tout simplement la vitesse finale sur la pesanteur. Donc, si je fais la notation numérique, on va dire que ça va nous faire 24,25 sur 9,8. Après le calcul des sections, on va tout simplement dire que notre vitesse finale, c'est 2,47 secondes. Donc, voilà la vitesse finale. Et voici le temps, qu'il va mettre pour pouvoir se déplacer du point que notre ouvrier l'a lancé jusqu'au sol et la vitesse. Maintenant, dans le cas de figure, on peut te demander la vitesse à un instant précis. Par exemple, si tu demandes la vitesse à h égale à 20. Donc, quelle est, par exemple, sa vitesse lorsqu'il a parcouru 20? Ici, vous remplacez h par 20. Ou bien, quel est le temps mis en remplaçant h par 20? Vous avez la vitesse lorsqu'il a parcouru 20 mètres. Vous trouvez tout simplement le temps. Donc, c'est ce qu'il y a à savoir pour la notion de chute libre des corps. Je vous dis bien sûr merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et bien sûr